Soyez bienvenus, merci de votre fidélité internationale où, pour une fois, nous n'allons pas parler diplomatie ou politique internationale. Nous allons parler d'économie et même d'emploi autour d'une réalité. En France, le chômage continue à progresser alors que dans d'autres pays voisins, les pays compétiteurs, notamment en matière économique, il a plutôt tendance à régresser. Changement de gouvernement cette semaine en France, est-ce que c'est le départ d'une nouvelle donne? Autant de questions que nous allons poser au vice-président du MEDEF, Thibault Langsade. Merci d'être sur ce plateau. Je précise pour les téléspectateurs et auditeurs de TV5 que le MEDEF, en gros, c'est le syndicat des patrons et des entrepreneurs en France. Nous allons, avec Sophie Malibaud de RFI et avec Christophe Ayat du Monde, essayer de comprendre ce paradoxe français. Vous allez nous dire si c'est de la faute des patrons ou des politiques. Vous allez nous parler peut-être d'un blocage dans le dialogue intersyndical en France. Peut-être, avant de vous donner la parole, je voudrais qu'on revienne sur la relation entre ce MEDEF, le syndicat des patrons, et les milieux politiques français, avec le rôle que joue Pierre Gattaz, le président de ce MEDEF. Et puis nous allons voir que vous avez quand même bénéficié d'une diplomatie économique. On revient sur ces quelques images. Je vous souhaite... Fin janvier, la venue du président iranien en France suscite l'enthousiasme du patronat français. Omniprésent lors de cette visite, le président du MEDEF appelle les investisseurs hexagonaux à se ruer vers Téhéran pour profiter de l'ouverture de ce nouveau marché. Plus que jamais, la diplomatie économique est au diapason des grands patrons français. Et pourtant, Pierre Gattaz est un éternel insatisfait et maintient une pression constante sur le gouvernement, avec actuellement en ligne de mire la prochaine loi sur la réforme du droit du travail, présentée en mars prochain. Il y a une opportunité historique avec la loi El Khomri, la loi du travail, pour déverrouiller ce marché du travail. Aujourd'hui, les patrons continuent d'avoir peur d'embaucher parce qu'on n'a pas déverrouillé ce marché. Toujours plus de déréglementation et de défiscalisation, une constante dans le discours du MEDEF. Le chef de l'État a beau multiplier les cadeaux aux entreprises, avec le CICE ou le pacte de responsabilité, le patron des patrons revient toujours à la charge, remettant par exemple au goût du jour l'idée d'une TVA sociale pour financer une baisse des cotisations patronales. Pour les syndicats et la gauche de la gauche, le MEDEF ne joue pas le jeu, le taux de chômage restant toujours aussi haut, malgré les aides déjà consenties et celles prévues ces prochains mois. Le plafonnement des indemnités de licenciement, retoqué par le Conseil constitutionnel dans la loi Macron, doit réapparaître avec la fameuse loi El Khomri. Le secrétaire général de la CGT y voit la mainmise du patronat sur la politique du gouvernement. Ce que veut le MEDEF, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, c'est savoir comment il va pouvoir licencier avant d'embaucher. Ce qui est absolument stupide, enfin en tout cas qui montre la volonté du patronat de régler le chômage. François Hollande avait promis l'inversion de la courbe du chômage, mais celle-ci n'est toujours pas au rendez-vous. Les syndicats accusent le patronat prend l'exemple des voisins allemands, anglais, espagnols ou italiens pour prôner la déréglementation comme outil de relance de l'emploi. Et au milieu, un pouvoir de gauche plus libéral que jamais. Vous avez l'amour et vous avez les preuves d'amour, lancé le ministre de l'économie Emmanuel Macron en août à l'université d'été du MEDEF. Je vous ai vu sourire à l'évocation de certaines de ces images ou des formules. Vous avez un peu plus de 49 minutes pour répondre. Nous allons vous poser donc ces questions. Premier mot de commentaire d'actualité, changement de gouvernement en France. Vous en attendez quelque chose? Comme un certain nombre d'observateurs, c'est à peu près la même ligne qui continue. Bon, là-dessus, on n'a pas beaucoup de commentaires à faire, si ce n'est que pour le MEDEF, on ne change pas les pièces maîtresses du dispositif. C'est-à-dire qu'il y a une loi sur la réforme du Code du travail portée par Myriam El Khomri, elle ne change pas. Il y a, on va dire, des avancées attendues dans une loi Sapin qui contiendra des éléments de Macron, de la loi Emmanuel Macron. Donc pour nous, les pièces majeures du dispositif n'évoluent pas, donc ça ne changera pas la donne. La diplomatie économique, c'était le sujet cher à Laurent Fabius, lui qui a quitté le gouvernement. Pour vous, c'est quelque chose qui doit rester dans la vie politique française. Est-ce qu'il a innové de façon intéressante ? C'est-à-dire qu'il a innové de façon intéressante, mais pour le moment, force est de constater que ça reste un peu à la porte des ambassades. C'est-à-dire qu'il a insufflé un message fort auprès de ses ambassadeurs lors de ses conférences annuelles. Il a structuré un peu avec Business France la volonté d'accompagner les entreprises, mais pour le moment, force est de constater que ça ne transpire pas pour l'ensemble des entreprises, notamment des PME, qui eux aussi sont dans une logique à terme d'exportation. Donc pour le moment, c'est assez faible. Christophe Ayat, Le Monde. Thibault Langsade,
Comment ça se fait que les entrepreneurs français aient autant de mal à l'export? Est-ce que c'est propre à l'économie française? Est-ce qu'ils sont moins bons que leurs homologues italiens, allemands ou autres? Bon, alors d'abord, il y a plusieurs facteurs. Le premier point, c'est qu'il faut regarder la typologie de nos entreprises. Quand vous regardez l'Allemagne, quand vous regardez l'Italie, quand vous regardez l'Angleterre, vous avez 2 fois, voire 3 fois plus d'entreprises de taille intermédiaire. Ces fameuses entreprises qui ont plus de 250 salariés et qui sont, on va dire, structurantes dans l'économie. En Allemagne, elle est dominante. Et c'est ce qui permet d'offrir une capacité d'exportation très forte. Et en France, nous avons que 4500 ETI qui représentent, au-delà des grandes entreprises, notre poumon d'exportation. Et derrière, vous n'avez pas cette capacité que l'on a en Allemagne, que l'on a en Italie, c'est ce fameux chasser en meute, ce chasser en escadre. Vous savez, quand une grande entreprise ou une entreprise de taille intermédiaire part, eh bien, elle est suivie d'une escorte qui permet justement à ces réseaux de TPE, PME de pouvoir partir à la conquête de nouveaux marchés. C'est pas notre fort, il faut être très clair. On n'est pas dans cette logique-là. Revenons justement sur le dispositif, parce qu'il y a maintenant une direction des entreprises au Quai d'Orsay. Est-ce que ça mobilise quand même un certain nombre d'agents? On peut mettre, j'entends ce que vous dites, on peut mettre des moyens complémentaires pour pouvoir accompagner les entreprises, on va dire à l'export, mais quand vous n'avez pas le réseau des entreprises, eh bien, ça mettra du temps. Après, est-ce qu'ils sont pas bons? Moi, j'ai entendu dire, oui, les patrons français sont plutôt âgés. Alors, vous touchez là à un point qui est extrêmement réel, c'est que sur les 3 millions d'entreprises que nous avons, 3,2 millions, vous avez un tiers de patrons qui ont entre 55 et 65 ans. Et ces chefs d'entreprise-là sont dans une logique de cession-transmission. Par conséquent, quand vous êtes en crise depuis 2008, c'est-à-dire que les marges se sont effondrées depuis 2008, vous êtes dans une logique où vous essayez d'abord de stabiliser vos entreprises. Il y a eu beaucoup de licenciements, évidemment, compte tenu du fort taux de chômage. On détruit en France 65 000 entreprises par an. Avant la crise de 2008, on était plutôt aux alentours de 35 000. Donc vous avez des entreprises qui ont souffert, vous avez une compétitivité qui s'est dégradée fortement, et après, on a eu peut-être aussi, c'est là, il faut reconnaître, des positionnements produits qui n'étaient pas en phase avec la réalité économique. Quand vous avez un positionnement low cost en France par rapport à l'Espagne, qui a un coût de manœuvre beaucoup plus faible que la France, eh bien, ça vous donne des distorsions sur votre gamme de produits. Donc, il y a un réseau d'entreprises que nous n'avons pas. Nous devons doubler les tailles des entreprises intermédiaires. Ça, c'est important. Et je suis navré parce que ça va peut-être vous faire sourire, mais l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, a fait fondre le réseau des entreprises de taille intermédiaire, ce qui n'existe pas en Allemagne, ce qui n'existe pas en Angleterre. Les problématiques de succession de ces entreprises de taille intermédiaire a été massacrée par l'ISF ces dernières années. Donc nous avons un réseau qu'il faut remonter. Nous avons aussi des politiques d'initiative à mener vis-à-vis de ces chefs d'entreprise et d'assurer, on va dire, la continuité de ces entreprises. Mais c'est vrai pour l'export, c'est vrai pour le digital, c'est vrai pour le renforcement des fonds propres de ces entreprises. Le mauvais positionnement, alors il vient des dirigeants de ces entreprises qui n'ont pas la compétence pour apprécier les opportunités du marché, ou est-ce que ça vient des pouvoirs publics? Non, structurellement, je veux dire, on a une taille d'entreprise qui n'est pas forcément propice pour partir à l'export. On n'est pas dans une logique, là, c'est toute entreprise confondue, où la stratégie filière fonctionne. Elle fonctionne très bien dans l'aéronautique. Alors, c'est notre fleuron. On voit comment c'est structuré, mais c'est assez logique. Quand vous fabriquez une vis pour un avion, il vous faut quasiment 2 mois d'habilitation, enfin 2 ans, d'habilitation, et donc vous êtes dans une stratégie filière. Donc, il faut que les entreprises françaises se mettent dans une logique beaucoup plus filière qu'elles ne le étaient par le passé. Après, quand vous rejoignez la problématique de la diplomatie, il y a une forme de frustration. Qu'est-ce qui s'est passé en Libye? Qu'est-ce qui s'est passé plus récemment au Mali? Qu'est-ce qui s'est passé en Afghanistan? Où la France militairement présente. A été présente militairement. On peut même dire que le prix du sang a été payé par les militaires français. Eh bien, notre capacité de transformation derrière en résultat économique est très faible. C'est-à-dire que vous dites que les entreprises françaises ne profitent pas de cette présence militaire. On a du mal à accrocher les wagons pour que derrière, on soit dans une logique, excusez-moi du terme, mais d'un peu d'opportunité. C'est-à-dire qu'il ne serait pas incohérent que, compte tenu des efforts que nous ayons faits, nos entreprises puissent en bénéficier. Quand la Libye s'est améliorée juste après la libération du pays, on a vu les entreprises allemandes
italienne revenir et reprendre le terme est un peu ancien, mais un peu des comptoirs qu'ils avaient par le passé, alors qu'on aurait pu jouer un rôle prédominant. Oui, mais ça, est-ce que c'est la faute du Quai d'Orsay ou du MEDEF qui est un peu trop timide, frileux, qui ne va pas en délégation rapidement sur place? Alors, c'est pas la faute du MEDEF. Ceci étant, vous avez vu que quand l'Iran s'est ouvert, on a été les premiers à partir. Ça nous a été reproché. On nous a même un peu tiré les oreilles. En tout cas, les Américains nous ont dit attention, c'est pas encore ouvert, donc faites attention, sachant que eux y étaient déjà. Donc là-dessus, il y a un peu de cynisme. Non, mais il ne faut pas être naïf. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire un peu d'intelligence économique. Là-dessus, on a su monter assez rapidement une délégation pour aller sur place, cette fois avec un réseau de PME et de TPE pour accompagner les grandes entreprises. Bon, voilà, ça se met en place difficilement, mais il faut aussi qu'on travaille sur le réseau des entreprises de taille intermédiaire, faire grossir ces PME. Et là, on va retomber dans une problématique plus nationale, c'est comment on accompagne le développement de ces entreprises. Vous parliez de l'Iran. Un des problèmes, apparemment, c'est que l'Iran reste sous sanctions américaines, notamment bancaires. C'est-à-dire, est-ce que les contrats qui vont être signés vont pouvoir être financés par des établissements bancaires européens ou français? Non, mais alors ça, c'est toute la problématique, elle est extrêmement importante, parce que bien évidemment, tous les investissements qui vont être faits vont nécessiter financement. Alors, le premier point, c'est que pour le moment, l'Iran a une liquidité qui lui permettra de pouvoir amorcer un certain nombre de projets. L'inquiétude reste qu'effectivement, compte tenu de l'évolution du baril de pétrole et de l'effondrement du prix du baril de pétrole, qui a un impact sur en tout cas sur les turbulences économiques, peuvent sous-entendre que les financements moyen-long terme de l'Iran sera altéré compte tenu du fait qu'ils n'auront pas la ressource espérée sur les revenus pétroliers. Donc, il faut s'assurer que derrière, les entreprises puissent contracter, mais surtout puissent financer pleinement leur activité avec des montages qui ne nous remettent pas dans une configuration aussi complexe que l'on a eue sur une fameuse banque française. Sophie Malibaud. Vous mentionniez tout à l'heure l'intelligence économique. Est-ce qu'on est à la hauteur ? Eh bien, je pense que c'est un sujet qui doit être traité maintenant en toute priorité. Je pense que cette intelligence économique est insuffisante, pour être très clair, sur le réseau de l'ensemble des entreprises. C'est-à-dire qu'on est assez candide, on ne bénéficie pas de cette intelligence économique pour le réseau des ETI, qui sont importants, mais également pour le réseau des TPE et des PME. L'intelligence, elle est faite par les grandes entreprises qui en ont les moyens, mais il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de sharing, et pour le moment, il n'y a pas de partage, pardon pour cet anglicisme, il n'y a pas de partage, et nous n'avons pas une doctrine trop forte. Enfin, ça n'a jamais été là aussi, pour nous, un axe de développement majeur, contrairement à ce que font les Américains. Et les Allemands, peut-être ? Les Allemands de façon différente, mais surtout les Américains. Christophe Ayat. On est à un an de la fin du mandat de François Hollande. Quel bilan vous tirez? Est-ce que, après tout, l'année dernière, 3 des entreprises françaises du CAC 40 sont passées sous pavillon étranger. C'est-à-dire longtemps on a dit, bon, les PME c'est faible, mais on a les grands groupes, ils sont performants, etc. Et même ça, il semble que ça soit attaqué. L'Espagne, cette année, va produire plus de voitures que la France. Ça aussi, c'était un fleuron français. Il s'effondre. Qu'est-ce qui se passe? On a très clairement, on est dans la catastrophe. On est très clairement dans un pays qui a en partie raté la chance de pouvoir se moderniser. Il reste encore un an, il y a quelques projets de loi, mais ne soyons pas naïfs non plus. Nous n'avons pas, contrairement aux autres pays, qui l'ont fait en 10 ans, qui l'ont fait en 5 ans pour l'Angleterre, l'Allemagne a mis 10 ans, mais l'Espagne est en train de le faire de façon rapide, fait une transformation profonde de notre économie. Nous n'avons pas voulu prendre des paris et des enjeux. Mais le président de la République a à chaque fois donné des trajectoires qui étaient plutôt positives. Quand arrive le rapport gallois qui est d'améliorer notre fleuron industriel, le constat est tout à fait remarquable. Le mode opératoire est poussif. On met en place le CICE, c'est insuffisant. On met en place le pacte de responsabilité. On nous dit qu'on va avoir un choc de simplification. On nomme un ministre en fonction avec un chef d'entreprise, et pour le moment, le choc de simplification fait pchit. Et donc, on a raté une opportunité durant les 4 premières années du mandat de François Hollande de réellement réformer le pays. C'est ce qui, aujourd'hui, fait défaut. On parle de la France comme ayant un modèle social original et fort de protection sociale. Est-ce que vous dites qu'il est aujourd'hui excessif ou trop élevé pour faire des réformes? C'est la thèse du MEDEF?
tout cas, on a un modèle social qui représente plus de 650 milliards. Donc et qui protège. Il protège, mais il a aussi, d'une certaine façon, annihilé la dynamique entrepreneuriale de ce pays. Quand vous regardiez en 1970 en France, les travailleurs indépendants, les entrepreneurs représentaient plus de 20% de la population active. Aujourd'hui, on est à moins de 10% de la population active. C'est-à-dire que nos politiques de gauche comme de droite ont essayé de construire une logique de tout salariat et de protection très forte contre le fameux principe de subordination qui conduit au salariat. Aujourd'hui, c'est un dispositif qui doit évoluer. Et par conséquent, c'est de se reposer les questions sur l'ambition de notre modèle social. Je ne dis pas qu'il faut déprotéger. En revanche, il faut reconstruire un modèle social, redéfinir une ambition et de savoir comment on le finance. C'est ça le véritable enjeu quand on voit en plus qu'on a une économie collaborative qui est en train de prendre une part dominante. Et qui prendra une part dominante, et c'est de savoir comment tout ceci se reconstruit. En même temps, des vraies questions structurantes. Thibault Langsade, en même temps, on a des syndicats qui cherchent à garantir la sécurité aux salariés parce que aussi, on sait très bien que, par exemple, les banques ne prêtent pas à des gens qui ne sont pas en CDI dans certaines conditions et qu'il devient invivable, en fait, pour des travailleurs toujours plus précaires de pouvoir juste survivre socialement. D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous avons des syndicats qui ne protègent pas les salariés, qui protègent l'emploi. C'est-à-dire qu'un syndicaliste, moi, je suis assez surpris, il protège l'emploi dans l'entreprise. Pour lui, sa défense absolue, c'est dans l'entreprise pour ne pas licencier, pour protéger l'emploi. Et d'ailleurs, il fait fi de toute considération économique. Le résultat le plus flagrant, c'est Goodyear. Où là, vous avez là une entreprise qui essaye de retrouver son modèle économique. Vous avez dans le nord de la France, à côté d'Amiens, vous avez des investisseurs étrangers un peu rock'n'roll quand même. Je dois vous dire, Taylor aux États-Unis est arrivé d'une façon un peu rock'n'roll. Bon, mais vous avez une volonté de la direction avec des acteurs économiques de faire en sorte comment ce modèle peut évoluer. Et vous avez en face une contestation syndicale qui est avec des ornières dans la logique absolue de la défense de l'emploi et absolument pas des salariés. Il y a des exemples comme le Japon, par exemple, où cette politique va beaucoup plus loin de la protection de l'emploi. On ne licencie pas si facilement au Japon. Et même en période de chute des commandes, pour ne pas être dans le mouvement incessant de licencier, réembaucher, etc. Et au niveau social, le coût est moindre. Oui, avec une petite différence de taille, c'est que vous avez des mécanismes de flexi-sécurité qui permettent de pouvoir donner la possibilité aux salariés, le cas échéant, de se recaser assez rapidement. Et sur des économies qui sont comme celle du Japon, qui sont en partie assistées au moment où ça va mal, nous n'avons pas les mêmes dispositifs en France. Donc, à chaque fois, moi, je veux bien qu'on compare les pays. Le problème, c'est qu'il faut comparer l'ensemble des dispositifs pour savoir si c'est pérenne. Il y a un pays qui fait figure de modèle dans le monde. C'est très difficile. Alors, oui, on regarde la flexibilité qu'il y a aux États-Unis, qui est pertinente. Ceci étant, vous n'avez pas la même ambition sur la protection sociale. Donc, ce n'est pas réellement ce que nous voulons. Toutefois, la flexibilité est importante. Quand vous regardez le modèle allemand, où vous avez finalement un taux de chômage qui est de l'ordre de 4,5%. Il faut quand même rappeler qu'en France, notre taux de chômage est plus de 11%. Vous avez des mécanismes qui permettent de pouvoir assurer un retour à l'emploi très fort. Mais ça a été au prix d'une politique pendant 10 ans, à tel point qu'aujourd'hui, ils se permettent de pouvoir rehausser les salaires compte tenu du fait que ça a été productif. Ils étaient très bas, ces salaires en Allemagne. Ils étaient très bas, mais maintenant, ils peuvent se permettre de pouvoir faire des choses qui sont analogues à la France. Le salaire minimum n'existait pas il y a encore peu de temps. Quand vous regardez... Oui, mais ça a permis tout de même, en l'espace de 10 ans, de faire passer le chômage en dessous de 5%. Quand vous regardez l'Angleterre, ils ont fait ça en 5 ans. Ils ont créé 2 millions d'emplois en 5 ans. Bon. Alors, on décrit le contrat zéro heure. Le terme est atroce, 0 heure, parce qu'in fine, ça ne veut pas dire 0 heure. En fait, compte, c'est de la flexibilité qui permet, de la flexibilité pour le salarié, de pouvoir retrouver très vite, et effectivement, pour pouvoir l'entreprise, de pouvoir utiliser une main-d'œuvre de façon flexible. Bon, en France, quand on regarde ce que nous avons fait depuis 4 ans, nous avons détruit 600 000 emplois. L'Espagne a créé 500 000 emplois en l'espace de 4 ans. Thibault Langsade, nous allons poursuivre ce tour du monde comparatif de l'emploi. Juste après la pause d'information sur les antennes de RFI, de TV5 Monde, nous vous retrouvons avec encore beaucoup de questions à vous poser. Retour international, TV5 Monde, RFI, en collaboration avec le quotidien Le Monde. Nous recevons Thibault Langsade, vice-président du MEDEF, en gros le syndicat des patrons et entrepreneurs français. Nous faisions juste avant la pause un tour d'horizon des différents pays, comparatifs, etc.
Lorsqu'on revoit dans le petit reportage que nous avions tout à l'heure le dialogue du MEDEF avec le gouvernement français, on a le sentiment qu'il y a des promesses qui sont faites par ces patrons. En gros, il y avait même un petit badge du président du MEDEF, on peut créer 1 million d'emplois. Les mesures sont accordées, parfois de façon inconditionnelle, dit même la gauche de la gauche, et on ne voit pas arriver les emplois. Bon, d'abord, il faut remettre tout ceci dans un contexte. Quand le MEDEF, Pierre Gattaz, a mis en avant 1 million d'emplois c'est pas mal, nouveaux, hein. Ouais. Oui, mais c'est ni plus ni moins ramener le taux de chômage à 9%. Ça serait déjà pas mal. Et je reviens sur ce que j'ai dit. Oui, mais l'Allemagne l'a fait en 10 ans. On est à plus de 10 actuellement. L'Allemagne, on est à plus de 11. L'Allemagne l'a fait en 10 ans. L'Angleterre l'a fait à 5 ans. En 5 ans. Et l'Espagne est en train de créer 500 000 emplois quasiment en 2 ans. Donc, on voit qu'aujourd'hui, ce million d'emplois est possible. Mais quand nous avons mis en place 1 million d'emplois, proposé plus exactement 1 million d'emplois avec une méthodologie, c'était aussi corriger le différentiel de charges que nous avons avec l'Allemagne, qui est de 116 milliards, tant sur le coût du travail que de la fiscalité. C'est-à-dire que vous demandez aux entreprises françaises de courir un marathon avec un sac à dos qui est beaucoup plus lourd que celui de l'Allemagne. Donc, c'était assorti un certain nombre de mesures. Le président de la République a mis en place le CICE et le pacte de responsabilité de 41 milliards. Je voudrais aussi rappeler une chose, c'est que depuis 2004, nous avons prélevé 35 milliards par hausse d'impôts aux entreprises. Donc, 41 milliards versus 35 milliards qui a été prélevé depuis ces dernières années sur l'entreprise, on a à peu près corrigé le différentiel. Donc, pour le moment, la baisse de charge n'a pas été effective. Après, dans ce pacte de responsabilité, nous avons, avec les partenaires sociaux, engagé des discussions pour savoir comment on pouvait orienter, on va dire, ce que l'État mettait à disposition sur ce baisse de charge. Pardon de vous interrompre. On a le sentiment parfois qu'au fond, la droite, quand elle est au pouvoir, est bienveillante avec les entreprises et les chefs d'entreprise, et la gauche serait plus attentive à la situation des salariés. Vous dites des réformes sur 10 ans qui ont été faites. Et on voit que donc vous n'avez pas obtenu plus de la gauche que de la droite. Non, mais d'ailleurs, sur les 30 milliards, ceux qui ont ponctionné ces 30 milliards, c'était le gouvernement avant Manuel Valls. C'était celui de Nicolas Sarkozy. Mais donc, est-ce que le MEDEF joue le jeu finalement, parce qu'en économie, on le sait bien, il faut y croire. Pour créer des emplois, il faut y croire. Il y a une dimension un petit peu qui n'est pas forcément toujours rationnelle et étayée de chiffres. Est-ce que le MEDEF joue le jeu? Est-ce que le MEDEF est prêt à lâcher quelque chose avant la fin du mandat de François Hollande? Non seulement on joue le jeu, mais je ne vois pas très bien ce qu'on peut lâcher. Vous êtes en train de laisser sous-entendre que l'emploi se décrète. L'emploi ne se décrète pas. Quand vous avez une croissance qui est à tonnes, enfin, je veux dire, c'est qu'il faut revenir, on va dire, à des paramètres économique. Quand vous avez une croissance qui est à tonnes, eh bien pour le moment, les carnets de commandes dans les entreprises sont assez faibles. Le réseau des TPE-PME, pour le moment, sont en train d'améliorer mécaniquement leur profitabilité, c'est-à-dire le niveau de marge, compte tenu du fait qu'il y a eu la mise en place du pacte de responsabilité. On est passé de marge qui était à 27, on est à 32%, ce qui est plutôt encourageant. Mais la compétitivité des entreprises ne se décrète pas en 6 mois. Et d'ailleurs, je vais même aller un peu plus loin, parce que la mise en place du pacte de responsabilité, il n'est pas encore pleinement effectif, puisque les 41 milliards... C'est-à-dire qu'on entend dire, on vous a donné 41 milliards, d'abord ce ne sont pas un cadeau, c'est pour améliorer la compétitivité des entreprises qui doit par conséquent, améliorer les dispositifs d'embauche. Par la suite, si jamais on obtient des commandes, si jamais on vend. Donc ça ne se décrète pas. Et pour le moment, le pacte de responsabilité n'est pas terminé, puisqu'il y a d'ailleurs encore 6 milliards qui doivent être votés pour 2017. Christophe Ayaz, on a du mal à comprendre un peu ce qui se passe en ce moment en économie, parce qu'après tout, le pétrole n'a jamais été aussi bas. $30. L'argent n'est pas cher, les taux sont extrêmement faibles. Et l'euro n'est plus surévalué par rapport au dollar. Donc on peut exporter pas si cher que ça. Et puis, la croissance reste totalement plate. Qu'est-ce qui se passe? L'économie mondiale, ça marche plus? La France, on n'arrive plus à profiter? Bon, il y a quelque chose d'irrationnel. Il faut quand même reconnaître les choses. Il y a quand même quelque chose d'irrationnel. Vous aviez la crise de 2008... qui était rationnel. Vous aviez des produits toxiques dans les banques, une banque s'effondre, et donc par effet de domino, c'est Lehman Brothers, ce sont les banques qui déstabilisent l'économie. En 2012, vous avez un fait rationnel. Le niveau d'endettement des pays, à commencer par la Grèce, mais également de la France, de l'Espagne, du Portugal, provoque une crise. Et donc, on est dans un mécanisme rationnel, on met en place une politique qui permet de la stabiliser. Là, on s'oriente, ou en tout cas, on a les prémices d'une crise, sur des éléments totalement irrationnels.
on nous expliquait l'année dernière qu'effectivement, un baril qui baissait était plutôt bon. On s'aperçoit aujourd'hui que les banques ont énormément soutenu l'activité pétrolière, notamment aux États-Unis, qui est devenu le premier pays exportateur de pétrole, ce qui n'était pas le cas avant par les pétroles de schiste et les gaz de schiste. Producteur, Par le gaz de schiste et le pétrole de schiste. Et on s'aperçoit que les banques ont énormément financé cet accompagnement. Vous avez une déstabilisation au Moyen-Orient très claire entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui provoque, on va dire, une tension sur le brut, un effondrement de la bourse en Chine, où la classe moyenne, qui est devenue partiellement dominante en Chine, ne consomme plus. Donc vous avez un ralentissement très fort dans la consommation, c'est-à-dire que, je vais prendre un objet symbolique qui est l'iPhone, aujourd'hui vous avez une stagnation des ventes de l'iPhone, non pas parce que le marché est saturé, tout simplement parce que vous avez une relance, une diminution de la consommation chinoise. Et paradoxalement, on a un coût de l'argent qui est extrêmement bas et une innovation sans précédent. C'est-à-dire qu'on est clairement dans une logique de révolution industrielle analogue à ce qu'on a connu il y a 200 ans. Et donc, on est aujourd'hui dans une croissance qui est atone, probablement avec des survalorisations, mais qui sont liées à une projection de cette fameuse économie qui doit prendre le dessus. Vous voulez parler de l'économie numérique qui, très clairement, pour le moment, qui tire l'innovation de façon absolument incroyable. Donc, le paradoxe, c'est que tout ceci s'inscrit dans une croissance atone. Certains économistes... Et de destruction d'emplois. Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'il faut être très clair, de destruction d'emplois. Et donc, si je vais un tout petit peu plus loin, c'est que si cette économie mondiale continue à être atone, les grandes entreprises, les entreprises plus traditionnelles, augmenteront leur destruction d'emplois. Il y a des analystes, des économistes qui expliquent qu'on est dans une sorte d'impasse parce qu'on est dans une situation quasi déflationniste et qu'il faudrait bien veiller à laisser une certaine relance de la consommation et que plus on met la pression aussi sur les classes moyennes, moins cette relance va pouvoir voir le jour. Oui, alors, si je veux faire un peu de particularisme national, il faut s'assurer que les entreprises, et notamment les entreprises françaises, puissent être suffisamment compétitives pour que s'il y avait relance de la consommation, ce soit des produits manufacturés, en tout cas à la Communauté européenne et en Europe. Et donc, pour le moment, ce n'est pas réellement le cas. Il y avait des positionnements produits, on les a évoqués tout à l'heure. Il faut s'assurer que l'ensemble de notre industrie, y compris servicielle, soit dans cette logique où, si la consommation était amenée à reprendre, les produits français de notre économie seraient plébiscités. Thibault Langsat, vous êtes en train de dire qu'il faut du protectionnisme? Non, c'est pas ce que je dis, mais souvenez-vous des magnétoscopes de Poitiers quand le Premier ministre de l'époque avait voulu relancer la consommation, ça nous ramène un peu loin, eh bien on s'était rué sur des produits qui étaient manufacturés à l'époque au Japon et on avait bien vu qu'une partie de la relance de la consommation s'était pas faite sur des produits manufacturés en France. On a l'impression aussi d'une nouvelle donne économique en France et dans de nombreux pays, ce qu'on pourrait appeler, je ne trouve pas de terme, l'ubérisation. C'est-à-dire qu'il y avait des professions organisées et de plus en plus, on voit, ça nous faire plaisir, des entrepreneurs ou auto-entrepreneurs monter en dehors du contexte réglementaire habituel leur travail. C'est une bonne chose ou ça vous inquiète? Non, c'est une bonne chose. Et quand on a un taux de chômage en France de 5,6 millions, eh bien, on s'aperçoit que parfois, c'est beaucoup plus facile de pouvoir trouver un client qu'un patron. Et donc, on a une augmentation forte de cette économie collaborative. Le tout, c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit anarchique. Il ne faut pas qu'elle vienne concurrencer le salariat traditionnel, mais qu'elle puisse être une substitution de nouvelles opportunités économiques. Il y a tout un salariat déguisé. Pas tant que ça. Non, mais pas tant que ça. Pas tant que ça. C'est pas encore. Le risque, peut-être, mais pas tant que ça. On a pour le moment... non pas du salariat déguisé, mais une distorsion de concurrence. Et pas une concurrence déloyale, une distorsion de concurrence. Non, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Vous dites ça au taxi, quand vous prenez le taxi? Bien sûr, ouais. Bien sûr. Des taxis ou des Uber?
Non mais moi je prends les deux, mais j'ai l'application des deux. Et je dois reconnaître. Vous le plus Non mais attendez, je dois reconnaître que mon application hier soir, quand je suis sorti du restaurant, en 6 minutes, avec mon application, je ne vais pas citer le nom pour pas faire de pub, j'ai eu ma voiture qui était propre en quelques minutes. Et en plus, moi j'ai un tort, je paye rarement avec du liquide, je paye tout en carte bancaire. Bon, bah, chacun comprendra qu'aujourd'hui, prendre un taxi encore à Paris, ça relève parfois du défi quand vous ne l'avez pas précommandé avec votre carte bancaire. Bon, une fois que j'ai dit ça, on a une problématique de distorsion de concurrence et pas de concurrence déloyale. Moi, je suis désolé, les VTC, ils ne sont pas dans une logique de concurrence déloyale. Ils bénéficient d'une zone qui, pour le moment, n'est pas réglementée, qu'il faudra probablement réglementer. Mais le vrai sujet des problèmes des taxis en France, c'est que l'État s'est immiscé depuis maintenant de nombreuses années en mettant en place une licence. Ce n'est pas de la responsabilité des entreprises, c'est à l'État de régler cette problématique de licence. C'est aux contribuables de rembourser les licences. Le sujet est là, en tout cas. Une fois qu'on aura réglé et je comprends que l'artisan taxi qui aujourd'hui a une licence qui ne vaut plus les 200 000 euros et qui est TCP pour lui à la retraite, c'est un vrai drame. Mais ça, c'est pas de la responsabilité d'une distorsion de concurrence. C'est une problématique de l'État. Donc c'est là qu'il faut régler. Mais si on veut aller un peu plus loin, les travailleurs indépendants sont en train d'augmenter de façon importante parce qu'on offre une flexibilité qui est assez importante, de nouvelles activités qui sont fortes. Et c'est ça où il faut essayer de regarder comment on peut protéger ces travailleurs indépendants, comment ils participent à cette protection sociale et tout disant l'ambition qu'on veut donner, mais comment aussi on donne la possibilité au réseau des TPE et des PME de pouvoir utiliser ces travailleurs indépendants. En France, ce qui est dramatique, c'est que le processus de requalification en salariat déguisé est trop fort. Christophe Ayat. Thibault Langsade, vous attendez quoi de la loi El Khomri, qui est la dernière loi sur le code du travail que va passer le gouvernement Début mars, Valls? Non mais là, on nous avait affiché une réforme du Code du travail. À partir du moment où on réforme le Code du travail, c'est-à-dire les 400 pages, beaucoup de jurisprudence aussi, pardon, 3600 pages pour en faire 400 pages, je suis allé un peu trop vite, quand on voit le processus de réforme, on ne parlera pas de la durée légale du temps de travail parce que le président de la République ne le veut pas, ça veut dire qu'on restera aux 35 heures, et quand on demande de la flexibilité, eh bien, ça ne fait pas partie de ce processus de simplification. Donc, on va beaucoup parler du référendum en entreprise. C'est un sujet important qui peut être un peu tarte à la crème, mais où est l'ambition de réformer le Code du travail sur une durée, certes, mais avec des marqueurs qui nous permettraient réellement de simplifier la vie des chefs d'entreprise. Vous proposez quelle durée légale du temps du travail et en faut-il une, à vous entendre? Nous sommes le seul pays européen à avoir légiféré sur la durée du temps de travail, c'est-à-dire 35. Maintenant, la question, c'est de savoir si on supprime pas 39. Je vous pose la question. En fait, la réponse la plus simple, c'est de dire, je ne voudrais pas être trop technique, mais qu'est-ce qui bloque dans les 35 heures? C'est le déclenchement des heures complémentaires. À partir de 35 heures, je paye plus cher des heures complémentaires. Il faut tout simplement, soit on supprime la durée légale du temps de travail, mais redonner la possibilité aux entreprises, dans des accords avec les délégués du personnel, avec les syndicats, de définir par eux-mêmes la durée légale du temps de travail. Vous proposez même qu'il n'y ait plus de durée légale dans le Code du travail. Non, mais il y a l'OIT, mais l'Organisation internationale du travail, mais déborde. Donc, elle déborde à combien? À 48 48. C'est ça. Et donc, après, c'est aux entreprises, en fonction des opportunités ou des difficultés, de pouvoir, dans un accord gagnant-gagnant, de moduler. Vous avez des nouvelles commandes, c'est une véritable opportunité. Vous avez un moment vent frais sur votre entreprise et donc il faut faire des efforts collectifs, se mettre dans une logique gagnant-gagnant. C'est ce qui se passe en Allemagne. Gagnant-gagnant, y compris pour les petites et moyennes entreprises, c'est probablement là la clé. Parmi les mesures à venir, il y a la formation des chômeurs en masse, 500 000 chômeurs à former prochainement. C'est une bonne mesure? Oui, c'est une bonne mesure. Le problème, c'est que je n'ai pas encore bien saisi comment le gouvernement va opérer. Parce qu'aujourd'hui, il y a déjà des plans de formation. Doublé, il va falloir aller très très vite, probablement faire appel à des prestataires. Donc comment tout ceci est organisé? Faisons attention aux effets d'annonce. Regardons le mode opératoire. Oui, on a 400 000 emplois non pourvus en France. Probablement dû aussi à des problématiques de formation. Bon, ceci étant, devenir poissonnier, devenir boulanger, notamment des artisans, ce sont des métiers qui sont plus valorisés. Et il y a aussi des centres de formation qui ont fermé parce que nous n'avons plus de demande. Donc réformer la formation, c'est aussi mettre
dans un triptyque, les familles au plus tôt dans l'orientation des jeunes, l'éducation nationale qui se comporte comme une gare de triage qui souvent conduit sur des voies qui sont bouchées, et évidemment d'embarquer les entreprises qui connaissent l'évolution des métiers, l'employabilité future. Thibault Langsad, Emmanuel Macron, pour vous, c'est quoi? C'est l'avenir de la gauche ou c'est un peu la tenue de camouflage libérale de François Hollande? C'est-à-dire finalement quelqu'un qui fait des discours mais qui n'a pas beaucoup d'influence? Moi, ce que je vois, c'est que dans Macron 1, que nous n'avons pas réellement critiqué, la loi Macron, elle était disruptive. Au début, on y voyait une espèce de fourre-tout, mais force est de constater qu'elle est assez disruptive. C'est-à-dire qu'elle a, sur chacun de son segment, chatouillé quelques corporatismes. Bon, et on en a besoin. On a besoin même d'aller un peu plus loin. Et il n'y aura pas de Macron 2. Et il n'y aura pas de Macron 2 parce qu'elle sera diluée dans un projet de loi sur la transparence de la vie économique et de la lutte anti-corruption, ce qui n'est pas glamour pour les entreprises. Mais enfin bon, on ne va pas s'arrêter au titre. Ce qui porte, c'est le contenu. Il faut aller plus loin. Donc c'est probablement quelqu'un qui a saisi les blocages, y compris dans le gouvernement. Voilà, après, on n'est pas dupe, on arrive à 1 an d'une élection présidentielle, le politique reprend ses droits d'une certaine façon, même si c'est ainsi, et on aura probablement des mesures qui sont moins ambitieuses qu'étaient prévues dans la loi Macron 2. Et la courbe du chômage, justement, vous parliez de l'élection présidentielle, elle peut s'inverser avant 1 an? Moi, j'y crois pas réellement. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que non seulement on a une croissance qui est tâtonne, et auparavant on disait, tant qu'on n'a pas 1,5 de croissance... On est à 1 actuellement. Oui, mais tant qu'on n'a pas 1,5, on n'inverse pas durablement la courbe du chômage. Mais ça, c'était vrai dans une économie, pardon du terme, brick and mortar, plutôt traditionnel, industriel, même si ces dernières années, on a une logique servicielle qui est importante. Et quand on regarde beaucoup de grandes entreprises, on s'aperçoit que les modèles sont en train de disrupter. Ces modèles disruptants, ça va générer de la destruction d'emplois. On est dans une logique... Disruptant ? Oui, alors disruptant, c'est-à-dire qu'on arrive sur une forme où les modèles économiques sont en rupture, ils vont devoir évoluer. Le système de la banque, de l'agence traditionnelle, c'est le meilleur exemple. Eh bien, on s'aperçoit que la nouvelle économie va faire que les modèles vont fortement évoluer. On va continuer à avoir de la destruction d'emplois dans une logique, j'ai envie de dire schumpeterienne, où on va détruire de l'emploi pour pouvoir en créer plus tard. Le problème, c'est que le SAS va prendre probablement un peu plus de temps. Je rappelle pour nos téléspectateurs et auditeurs que nous essayons, émission après émission, d'être clairs, et merci d'y contribuer, même si on apprend des mots nouveaux avec vous. Oui, mais si je vous écoute, François Hollande ne pourra pas se présenter. Ah mais ça, les promesses qu'il fait n'engagent que ceux qui les écoutent. Donc ça revient au président de la République de tirer finalement leçon des promesses qu'il a envoyées. Vous lisez quand même les livres politiques ou les programmes. Est-ce qu'il y a un homme politique actuellement qui aurait plutôt vos faveurs ? On ne va pas rentrer dans ce jeu-là, parce que vous savez que le MEDEF... Non, mais le MEDEF essaye d'avoir une position de neutralité. En revanche, ce que nous allons faire, ce que nous avons... Ma question n'était pas partisane. Est-ce qu'il y a quelqu'un en qui vous... Voilà, oui, mais forcément, elle est un peu partisane. Donc, on essaye de regarder les programmes. Bon, les exercices qui sont en train de livrer sont assez récents, parce que le seul qui a réellement fait un exercice abouti, en l'occurrence François Fillon, où il décline un certain nombre de propositions qui vont... là, pour le coup, dans la bonne direction. Après, quand on regarde ce que fait Alain Juppé, incontestablement, les positions qui sont prises vont bien au-delà et là aussi dans la bonne direction. Il arrive à conjuguer protection sociale et réforme du pays. Nicolas Sarkozy a sorti un livre, alors il nous dit c'est la fin des 35 heures, c'est la fin de la pénibilité, la fin de l'ISF. Que ne l'a-t-il fait ? Oui, mais je me suis déjà exprimé là-dessus, on n'est pas dupe. Maintenant, il faut que ce soit la concentration de son propre programme avec celui du parti. Eh bien, on verra ça après les primaires. Et à gauche, il y a des gens, parce que vous en citez plutôt à droite. Non, c'est pas ça, c'est qu'à gauche, on discute avec le gouvernement quotidiennement, donc on voit bien les orientations qui sont prises. On a porté une appréciation sur le regard que le Front National avait mis sur l'économique. Là, on parle plus tout à fait au Front National de la sortie de l'euro, mais c'est très cosmétique, mais c'est très dangereux. C'est la remise des barrières douanières qui, bien évidemment, serait une catastrophe. Mais quand Manuel Valls va vous dire j'aime l'entreprise, c'était voilà. Oui, mais bon, il faut lier la parole aux actes. Nous aussi, on aime l'entreprise, ou on aime le politique, mais il faut lier la parole aux actes. Vous parliez des barrières douanières. Justement, on n'a pas beaucoup parlé de l'Europe.
Il y avait normalement un paquet d'investissements de plus de 300 milliards de dollars qui était prévu. On n'en entend plus parler. Quelles sont vos attentes aujourd'hui à l'égard du reste de l'Europe ? C'est marrant parce que chaque fois je me dis mais c'est quand même le sujet principal et ça devrait intervenir au début d'émission. Mais on est en direct, on ne peut pas recommencer. Oui, mais on s'aperçoit que pour le moment, ce sujet-là ne démarre plus, il est à tonne. C'est-à-dire qu'on a même régressé sur le plan des institutions européennes et de l'ambition que l'on devait afficher pour l'Europe. On regarde évidemment avec beaucoup d'attention ce qui va se passer en Angleterre. Ça, c'est un élément important. Pour le moment, on a une stabilité en Grèce qui fait qu'elle reste consolidée sur la partie euro. Mais pour le moment, le tandem franco-allemand ne démarre pas. Alors peut-être que le nouveau ministre des Affaires étrangères remettra ça en route. Mais pour le moment, ce tandem qui est extrêmement fort pour l'ambition européenne est à tonne. Mais j'ai envie de dire, ce qui nous préoccupe, nous, en tant que chefs d'entreprise, c'est l'harmonisation sociale et fiscale à l'échelon européen. C'est véritablement ça qu'il faut porter. Un chef d'entreprise, si sa cour de récréation, pour le moment, cours de développement, pardon, est aux alentours de son entreprise, c'est-à-dire une société, elle exporte à 50 km de son entreprise. C'est la moyenne. Comment se fait-il que l'on ne puisse pas jouer sur une dimension européenne ? Aujourd'hui, quand vous avez une start-up, la start-up, elle a beaucoup de mal à aller en Italie, en Espagne. D'ailleurs, si elle devient disruptive sur ce fameux, elle part aux États-Unis parce qu'elle s'exprimera sur un modèle qui sera bien évidemment plus important. Thibault Langsat, quand Emmanuel Valls va en Allemagne et dit Angela Merkel est allée trop loin sur la question des réfugiés, on ne peut plus en accepter. Point de vue, voilà, au MEDEF. Qu'est-ce qu'il faut faire avec cette question ? Non, mais alors nous, sur les réfugiés... ça concerne la croissance, ça concerne plein de gens. Le commissaire européen Moscovici a estimé que ça soutenait la croissance européenne. Les réfugiés ? Oui, il explique que les politiques publiques liées à l'afflux de migrants... aux entreprises qui sont actuellement à Calais, qu'elles soutiennent le dynamisme économique, je pense que c'est d'aller dans un terrain assez glissant, parce qu'on a des vraies difficultés dans le nord de la France. Il explique que les politiques publiques liées à l'afflux de migrants sont de nature à soutenir la croissance européenne. Il va falloir qu'il s'explique, parce que je ne suis pas certain d'avoir tout saisi. Maintenant, il y a la difficulté humanitaire qu'il faut gérer, mais qui est du ressort des politiques. Après, quelles sont les opportunités qu'il peut y avoir en termes de développement économique ? Pour le moment, force est de constater... Créer du logement, créer des infrastructures... On est dans une logique donc, de sédentarisation, on est dans une logique de gestion, mais ce qui, pour le moment, n'est pas le cas. Donc, ce qu'avait commencé à faire l'Allemagne, mais il faut dire aussi les choses de façon assez claire, c'est qu'elles ont été très sélectives aussi dans leur processus d'accueil des migrants. Elles ont avec une population vieillissante. Avec une population vieillissante, elles ont su tirer parti d'un flux migratoire en procédant à un processus de qualification pour pouvoir très vite les mettre en place dans des dispositifs d'entreprise, qui n'a pas été fait en France, compte tenu du fait qu'on est dans une zone de transit avec une réalité, c'est que les migrants ne veulent pas rester en France, ne veulent pas se sédentariser en France. D'ailleurs, ils sont concentrés, bloqués dans une zone qu'ils considèrent eux-mêmes comme une zone de transit, dont l'espoir est porté en Angleterre, en Suède, ce qui est assez surprenant d'ailleurs. On pourrait se dire que France, terre d'asile, pays des droits de l'homme, on devrait avoir une dispersion. Pourquoi vous n'avez pas de migrants en Lozère ? Pourquoi vous n'avez pas de migrants dans le sud-ouest ? On a une concentration de ce flux migratoire qui est sur la zone nord de la France, dans une logique de transit. Thibault Langsat, on arrive au terme de cette émission. Question simple, où sont les femmes ? Dans les 40 plus grandes entreprises françaises, aucune n'est dirigée par une femme. Et généralement, les femmes sont sous-représentées dans le milieu économique français. C'est vrai, et il faut qu'on continue à y travailler. Il y a des plafonds de verre qu'il faut faire exploser. On a mis en place, nous, au MEDEF, une politique sur l'incitation et d'expliquer la richesse des diversités. C'est un élément extrêmement fort, d'expliquer aux chefs d'entreprise qu'une politique de parité, d'égalité qui est correctement menée, c'est 0,4 points de croissance. On aurait tort de passer à côté de 4 points de croissance pendant 10 ans, mais il y a encore quelques plafonds de verre à briser. L'exemple, l'actualité nous le montre quotidiennement. Au-delà de ça, il y a des lois qui sont mises en place, de quotas, on peut le regretter, on peut les critiquer, qui n'est pas simple, parce que quand vous voulez mettre 50% de femmes chefs d'entreprise, y compris dans les mandats, il faut les trouver. Et quand vous n'avez pas de parité économique, on risque parfois de faire n'importe quoi. Il faut des lois, il faut organiser, il faut imposer.
Il faut en tout cas, quand on voit que la loi ne fonctionne pas, se mettre dans une mécanique d'explication, de pédagogie vis-à-vis des chefs d'entreprise. Thibault Laxade, merci d'être venu sur le plateau d'International. Nous avons parlé d'économie, nous avons comparé la situation de la France à ses voisins européens et nous notons que vous n'êtes pas absolument optimiste sur cette inversion de la courbe de chômage au cours des prochains mois. Merci d'avoir été avec nous. Excellente suite de programmes sur les antennes de TV5 Monde et sur celles de RFI, bien sûr. Bonne lecture du quotidien Le Monde, notre partenaire.